Hey, salut à tous, c'est Adam Bross et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Sous Influence. Voilà, dernière vidéo de l'année, vous le verrez la prochaine fois qu'on se reverra. Il y aura eu quelques changements sur la chaîne et il y aura des changements dans les concepts à venir, même si, vous inquiétez pas, hein, la chaîne va rester plus ou moins la même. Du coup, pour conclure cette année, j'avais envie de parler d'un sujet qu'on m'a beaucoup demandé, dont on m'a beaucoup demandé de parler, et c'est normal parce que ça concerne pas mal de sujets que je traite sur cette chaîne, c'est les projets musicaux des youtubeurs. Et je précise bien projets musicaux parce qu'on va se concentrer uniquement sur les youtubeurs qui ont sorti un vrai projet, que ce soit un album, un EP ou une mixtape, et non pas tous les youtubeurs qui ont fait une musique à un moment dans leur vie, sinon ça me prendrait 2 heures. Donc je vais pas parler par exemple de Francotti, de Chronomusique ou même de Pandrez, et je dois en oublier d'autres, qui ont toujours eu un lien avec la musique et qui ont toujours plus ou moins fait de la musique, et donc dont les projets sont plus ou moins logiques. Là on va parler de youtubeurs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le départ, il y a une espèce d'affiliation entre les youtubeurs et les clips musicaux. D'abord, YouTube a d'abord été créé en tant que plateforme, mais c'est surtout popularisé grâce aux clips et grâce à la musique. YouTube, c'était avant tout une plateforme sur laquelle on pouvait aller voir des clips et sur laquelle on pouvait avoir accès à de la musique. Et très rapidement, des youtubeurs se sont mis à faire des clips. Et c'est vrai que notamment à l'époque, c'était un format qui était parfait parce que c'était un format qui était court. Et en 2011-2012, il fallait faire des vidéos de moins de 5 minutes, sinon ça intéressait pas les gens et les gens n'étaient pas forcément prêts à rester des heures devant des contenus comme c'est le cas aujourd'hui. Et surtout, ça peut se regarder en boucle. Et donc, chaque personne revoyait quoi, 3 fois le clip, ce qui faisait en moyenne 3 fois plus de vues que si c'était une vidéo classique qu'on a probablement moins tendance à re-regarder. Et donc très rapidement, les youtubeurs qui ont eu du succès ont commencé à faire des clips. Je me souviens notamment du Velcro qui avait fait un clip avec Cyprien sur 2012 et la fin du monde. Si vous vous souvenez quand on croyait qu'en 2012 ça allait être la fin du monde. Donc derrière, on suivit des hits, et je dis bien des hits qu'aujourd'hui toute une génération connaît. Ou alors c'est simplement une impression, mais les Luigi Clash Mario ou même Cyprien répond à Cortex, c'est des classiques. Enfin je veux dire, moi je peux vous les chanter là. Et d'ailleurs on remarque à travers ces 2 vidéos, mais pas que, hein, la plupart des vidéos, même anglophones qui cartonnaient à l'époque, c'était souvent des diss tracks. Donc ce qu'on appelle des diss tracks, c'est des musiques où on clash la personne, et souvent sous forme de rap. Le rap est majoritaire. Alors est-ce que c'est parce que c'est le genre de musique qui parle le plus à cette catégorie de la population qu'est les youtubeurs qui sont plutôt jeunes? Est-ce que c'est pas le style musical qui est le moins légitimé en tant que technique, qui apparaît comme le plus simple à faire? Mais bref, tout ça pour dire que le rap, je trouve, ça a un peu cette image de ouais c'est accessible, ouais on peut le faire, attendez mais moi aussi je peux taper un petit freestyle. Et c'est vrai que si jamais t'écris dans les mesures et que tu rappes juste dans les temps, tu peux faire un truc qui passe. Alors que je suis pas sûr qu'un son de variété française ou même un son de rock, si jamais t'as pas vraiment un talent pour le rock, tu puisses faire un truc audible. Et donc petit à petit, les youtubeurs se sont mis à faire de plus en plus souvent de musique. Norman le faisait beaucoup, ça cartonnait avec Assassin des Templiers, on se souvient un des premiers placements de produits cachés qui avait été dénoncé à l'époque, ou même Mister V, qui avait carrément créé une chaîne secondaire qui s'appelait Mister V Music, je crois, avec un concept où c'était ça passe ou pas, où il faisait des chansons plus ou moins parodiques, mais quand même assez sérieuses et assez travaillées. Et en gros, le concept, c'était de dire si ça passait ou si ça passait pas. Et je me rends compte que je suis en train d'expliquer un concept qui est assez clair quand même. Et c'est d'ailleurs Mister V qui, en 2017, pour moi, va marquer un vrai tournant, puisqu'il va sortir son album, intitulé W. Alors, qu'on soit clair, c'est sûrement pas le premier à l'avoir fait, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des exemples antérieurs à ça, en commentaire francophone. Mais en tout cas, pour moi, c'est le plus populaire à l'avoir fait à ce moment-là, et donc, il va quand même servir un peu de game changer en disant aux autres, regardez, c'est possible. Parce qu'en plus, au-delà de le sortir, son album va rencontrer un vrai succès. Un succès critique dans un premier temps, au moins auprès de son public, qui va plutôt bien apprécier l'album et bien le recevoir, mais également un succès commercial, puisque je crois qu'il a été disque d'or, et je pense même qu'il est possiblement disque de platine. Il l'avait fait dans son salon avec ses potes, et il avait envoyé pour moi un message à tous les autres youtubeurs et à tous les autres créateurs de contenu qui était « Regardez, c'est possible ». Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, on peut se dire oui, ok, Mister V, ça paraissait assez logique. Mais non, c'était pas aussi simple. À ce moment-là, il avait encore vraiment l'image, et il l'a encore aujourd'hui, mais vraiment de
guignol entre guillemets, et je dis ça pas du tout d'une manière péjorative, mais il avait une image en tout cas du petit rigolo, du mec qui faisait des blagues un peu marrantes et des têtes un peu marrantes. Il était connu en grande majorité pour ses blagues, et il est venu avec un album qui était plutôt sérieux. Il me semble pas qu'il y ait de son vraiment blague, comme on va en parler ensuite. Et donc il va montrer la voie à suivre à d'autres youtubeurs, notamment depuis il y a eu Michou, Squeezie, Maxence, Seb, McFly Carlito, Prime et même Gaël Garcia Diaz. Il y en a d'autres aussi qui sont un peu particuliers. Par exemple Adèle Castillon qui avait fait Vidéo Club avec ce qui est aujourd'hui son ex. D'ailleurs je ne sais pas si elle continue en solo, mais je pense qu'elle va continuer en solo. Mais elle avait arrêté les vidéos à ce moment-là, ou en tout cas elle en faisait quasiment plus. Donc est-ce qu'elle est quand même comptée comme une youtubeuse? Oui et non, mais enfin pour moi c'est compliqué en fait. Je la considère pas trop comme une youtubeuse, ou en tout cas plus trop comme une youtubeuse aujourd'hui. Et pour moi tout ça, ça met en lumière une chose, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire quasiment incompatible de faire les deux, à savoir youtubeur et artiste, chanteur, interprète en même temps. Mister V a réussi, mais il a réussi aussi à un prix qui est celui d'arrêter les vidéos quasiment. J'en parlais pour Adèle, mais même lui, je crois qu'il sort 3 vidéos par an, 4 vidéos par an sur sa chaîne. D'ailleurs c'est intéressant, je faisais mes recherches sur Google, et notamment sur Wikipédia, et en fait la fiche Wikipédia de Mister V, entre parenthèses à côté il y avait marqué rappeur. Donc aujourd'hui il est quasiment plus considéré comme rappeur que comme youtubeur. Cette année il y a eu la réédition de son 2e album, qui a lui aussi cartonné, où il a fait quand même des feats avec Laylo, PLK, qui sont des noms quand même importants dans le rap français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce que vous considérez plus Mister V comme un youtubeur ou comme un rappeur? Pour moi il est encore entre les deux, mais c'est un des rares à réussir à vraiment avoir une image qui est entre les deux. La plupart pour moi, soit ils sont youtubeurs, soit ils sont musiciens. Par exemple, bah voilà, Adèle Castillon, pour moi aujourd'hui c'est une artiste interprète. C'est pas une youtubeuse. Au contraire, Squeezie, dont on va parler ensuite, bah pour moi, encore aujourd'hui, je le considère comme un youtubeur et pas comme un artiste. Parce qu'effectivement, c'était aussi une des problématiques rencontrées par Squeezie lorsqu'il a sorti son premier album l'année dernière, Oxys, parce qu'il fallait qu'il se détache de cette image du youtubeur qu'il avait. Il a misé notamment sur un album concept, qui est, je pense, plutôt une bonne idée. En plus, c'était un peu, entre guillemets, à la mode, avec Laylo qui venait sortir Trinity, qui était un peu dans la même vibe, même si c'est pas du tout le même style de musique, hein, mais je veux dire dans l'idée du concept de l'album. Et donc je pense que ça l'a aidé à se détacher de cette image en disant regardez, je vous propose un vrai album concept, c'est pas juste moi qui raconte des trucs mais en chanson, c'est vraiment plus tout un concept, toute une histoire à raconter, et ça permettait de faire un semblant de fil conducteur, parce que pour avoir écouté l'album, je trouve pas qu'il y ait un énorme fil conducteur, mais en réalité, je pense qu'il était essentiel pour faire comprendre aux gens que ça allait pas être juste Squeezie sur un album, mais que ça allait être vraiment un album de Squeezie, fait par Squeezie, avec une démarche artistique derrière. Et en fait, cet album, le concept de l'album, à mon avis, il servait plus à mettre en avant la démarche artistique de Squeezie qu'à avoir une vraie idée derrière. Parce que personnellement, ce qui m'intéresse chez un artiste, et notamment chez les artistes musicaux, c'est aussi toute la part de mystère. Personnellement, je regarde assez peu d'interviews, ou alors uniquement si c'est des interviews qui sont centrées sur un album précis, parce que ce que j'aime, c'est découvrir l'artiste uniquement par son art. Je m'en fiche de savoir qui est Alpha One ou Nekfeu dans la vraie vie. Ça m'intéresse pas du tout en fait. Mais ils peuvent être qui ils veulent, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ils s'expriment et quelles facettes ils montrent d'eux à travers leur art. Et le problème, c'est qu'avec les youtubeurs, bah, on les connaît déjà. Et quand je dis qu'on les connaît déjà, c'est qu'en tout cas, on a l'impression de les connaître déjà, et on connaît déjà une grande facette d'eux-mêmes, qui est celle du youtubeur qu'ils mettent en scène devant la caméra. Et donc en fait, vu qu'on connaît déjà une partie de leur vie, une partie de leurs problématiques, et ben ça peut brouiller l'image qu'on avait d'eux, l'image mentale qu'on se faisait d'eux, et l'image qu'on se faisait de leur personnalité. Et donc forcément, ça peut nous faire ironiquement nous détacher un peu de ce youtubeur en se disant « Ah mais moi j'imaginais pas qu'il était comme ça, ok je le voyais pas sous cet angle, cette problématique », voire ça peut même créer une sorte de dissonance cognitive si on l'imaginait pas du tout avec cette personnalité. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, ça demande du temps, et notamment du temps de transition pour faire accepter au public cette nouvelle image. Mister V et Seb sont pour moi des bons exemples, et pourtant, si vous vous souvenez de ma vidéo sur Seb, j'avais pas été super tendre avec sa musique et le fait qu'il fasse de la musique, notamment parce que moi, ça créait une sorte de dissonance entre l'image que j'avais de lui et la musique qu'il proposait. Voilà, et c'est petit à petit qu'il a réussi à imposer cette nouvelle image par sa démarche de voilà, sortir une mixtape,
pas forcément sortir tout de suite un énorme album, pas chercher à faire un hit tout de suite, mais faire les choses petit à petit. Et je pense que c'est uniquement comme ça qu'il va vraiment réussir à s'imposer en tant que rappeur si c'est son but sur le long terme. Et c'est notamment en sortant des morceaux, comme il l'a fait, qui sortaient de sa ligne éditoriale. Contrairement par exemple à ce qu'avait fait Squeezie. Parce qu'on pourrait se dire oui, mais Squeezie il avait fait pareil, il avait sorti énormément de clips et de morceaux avant de sortir son album, mais tous ces morceaux restaient dans l'ADN de sa chaîne. Mais d'autres ont voulu prendre à rebours cette idée et ce conseil que je viens de vous donner, en faisant au contraire un album qui colle complètement à leur chaîne YouTube. Et évidemment, vous avez cliqué en partie pour ça, on va parler de l'album de McFly et Carlito. Alors, depuis ma vidéo sur Angèle, ou même celle sur Koh Lanta, je me méfie de donner l'avis qu'aurait pu avoir le public sur un projet, une émission ou quoi que ce soit, mais il me semble que l'album n'a pas été bien reçu. Et il n'a pas été bien reçu, notamment au sein de leur communauté. Par exemple, je sais que l'album de Squeezie a pas été très bien reçu en dehors de sa communauté, mais par contre, la communauté de Squeezie avait l'air d'être plutôt satisfaite. McFly et Carlito, en dehors, ça les a beaucoup taclés, mais même au sein de leur communauté, les gens avaient l'air plutôt déçus. Déjà, le premier titre, à savoir Je Scroll, avait été très moyennement accueilli. Les gens avaient pas apprécié plus que ça. Et ensuite, ils ont même réussi à faire pire, puisqu'ils ont fait un bad buzz avec TikTok Girl. Mais la question, c'est comment l'expliquer? Et je pense que même eux, au début, ont dû être assez surpris, parce qu'en réalité, les chansons qu'ils proposaient dans leur album, c'était des chansons qui ressemblaient à ce qu'ils faisaient avec Golden Moustache, voire même à ce qu'ils faisaient sur leur chaîne depuis 4-5 ans. Et pour moi, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ils sont en ce moment, je dirais pas en perte de vitesse parce qu'ils font toujours des très grands chiffres, et c'est pas la question, c'est toujours des très grands youtubeurs, ils font toujours partie du top 10 YouTube France, et je pense que c'est quelque chose qui est pas assez pris en compte par les youtubeurs, mais d'un point de vue de l'image, leur image s'est beaucoup dégradée cette année. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est pas visé contre eux, mais c'est vraiment en essayant de se placer d'un point de vue objectif, je trouve que leur image s'est dégradée auprès des gens. Alors que je me souviens qu'il y a 2 ans, à chaque fois qu'ils sortaient une vidéo sur Twitter, tout le monde était en mode « Waouh, incroyable, McFly et Carlito, les GOAT exceptionnels ». Maintenant, l'opinion populaire semble avoir tourné, ce qui peut s'expliquer aussi pour le featuring avec le président de la République. J'avais fait une vidéo dessus, donc j'y reviendrai pas. D'un point de vue de leur image, je pense que eux, ça a été une opportunité exceptionnelle et je comprends complètement qu'ils aient accepté. Et enfin, si ces clips ont été mal reçus, alors que pourtant ils entraient dans l'ADN de la chaîne, c'est justement parce qu'ils n'entraient pas en compte dans le projet de la chaîne. Normalement, ils étaient dans un projet à part qui était un album, et quand un youtubeur annonce un album, on s'attend à quelque chose de différent, le public s'attend à quelque chose de différent, s'attend à être surpris, s'attend à être pris de court, et c'est absolument pas ce qu'ont fait McFly et Carlito. Et d'un autre côté, on peut pas leur reprocher, voilà, ça se trouve, ils avaient juste envie de faire un album pour délirer, et d'ailleurs, quand on écoute l'album, en fait, on a l'impression d'avoir une longue vidéo de McFly et Carlito avec juste une vidéo musicale où il y a plein de musique liées à des trucs qui les ont fait rire, mais on n'a pas l'impression pour moi de voir un projet qui soit à part. Et je trouve que d'un point de vue notamment des paroles, parce que d'un point de vue de la musique, beaucoup l'ont souligné, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à redire, mais d'un point de vue des paroles et des thèmes abordés, c'était peut-être pas assez artistique, ou pas assez introspectif. Et finalement, l'album, il m'a beaucoup fait penser à ce que pouvait faire Max Boublil il y a 10 ans. C'était ses clips, c'était le côté aussi assez subversif, et l'utilisation de la chanson pour des choses assez subversives, là où McFly et Carlito, et ils l'avouent eux-mêmes, ils essayent de pas trop choquer, et globalement, voilà, ils restent assez lisses. Enfin, je vais conclure sur quelque chose que je pense important, c'est pourquoi les youtubeurs font ces albums. Il y a quelque chose qui joue, évidemment, c'est le manque de légitimité des youtubeurs. Et donc le fait de faire un album, ça apporte une sorte de légitimité de se dire, ok, là je suis un artiste. J'ai réussi à montrer que j'avais des choses à dire, que j'étais capable de m'exprimer au-delà de simplement des vidéos YouTube. Et c'est aussi cette raison qui pousse, à mon avis, beaucoup de youtubeurs à faire des livres. Et ça avait posé problème, on s'en souvient, au moment du livre de Lena Situation. Il s'était fait défoncer par des critiques littéraires qui disaient non mais attendez, elle se prend pour qui à écrire un livre, elle n'est pas du tout légitime. On se souvient, par exemple Cyprien, lui il a fait des courts-métrages, il s'est rapproché du cinéma, qui est un art entre guillemets plus reconnu. Norman, il s'est rapproché du stand-up, qui est pourtant pas un art super reconnu en France, en tout cas pas au même niveau que les États-Unis par exemple, mais qui est quand même plus reconnu que les youtubeurs. Ils ont cette espèce de syndrome de l'imposteur qui leur pousse à faire quelque chose de soi-disant plus grand que la chaîne YouTube. Comme si une chaîne YouTube ne pouvait pas être une finalité. Mais donc, si les albums de youtubeurs sont si intéressants pour moi, c'est qu'ils mettent en exergue l'importance de l'image que renvoie le youtubeur. Et on s'en rend pas forcément compte en tant que youtubeur, encore moins en tant que viewer, mais on a des images de youtubeurs, on a des réputations. Les youtubeurs ont des réputations. Et leur réputation va leur permettre notamment de réussir dans un projet musical. Seb a une très bonne réputation. Squeezie aussi. McFly et Carlito, malheureusement, ont perdu un peu de leur bonne réputation. Et je pense que ça s'est impacté
adapté sur leur album. Mais en relevant tous les youtubeurs qui ont fait des projets musicaux, j'ai remarqué une absence assez massive de femmes. J'ai trouvé Gaël Garcia Diaz, alors Adèle, que je compte pas vraiment, mais sinon, j'en ai pas vu beaucoup qui avaient sorti vraiment un projet. Donc c'est aussi probablement parce que je suis moins de youtubeuse que de youtubeur. Bref, en tout cas, dites-moi, vous, ce que vous pensez des albums de youtubeurs et du concept de se dire, ok, c'est un youtubeur, c'est un mec qui fait des vidéos réactions, il se lance et il fait un EP, il fait un projet musical. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que vous vous en foutez? Est-ce que vous écoutez les projets musicaux qui sont associés aux youtubeurs que vous suivez? Moi par exemple, je sais que c'est pas le cas en fait. Et si je les ai écoutés, là je les ai juste rattrapés, notamment Seb, McFly et Carlito, Squeezie, je l'avais écouté pour une vidéo. C'est des projets que j'aurais pas du tout écoutés, même si il m'arrive de regarder des vidéos de ces youtubeurs, tout simplement parce que c'est pas des projets qui me parlent. Merci à tous de me suivre, merci à tous pour les pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt le dimanche à 15 h, c'était Adam Bros. Ciao!